Donc, je répète, bonjour à tous. Donc, l'événement est enregistré, je viens de lancer l'enregistrement. Ceux qui ne souhaitent pas donc apparaître sur l'enregistrement, on vous invite évidemment à couper vos caméras, mais de toute façon, ce serait mieux, je pense que ce sera plus fluide si tout le monde a sa caméra coupée. Je vais vous présenter maintenant, je vais vous faire une petite présentation. Donc, moi, je suis Céline Bonin, documentaliste à Envirobat BDM et en charge d'une action qui s'appelle Diffuser les bonnes pratiques. Je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. Hop là. Est-ce que ça apparaît bien comme il faut? Voilà. Donc, cette action vise à étendre un peu notre système de diffusion d'informations sur les bonnes pratiques à adopter pour construire, aménager, réhabiliter durable, essayer de l'étendre au-delà de notre réseau, évidemment, pour sensibiliser le plus de gens possible. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à des campagnes sur Instagram. Donc, on a déjà eu une campagne, notamment sur les protections solaires. On va essayer d'en passer d'autres après sur nos différentes publications. Un podcast qui a été lancé fin 2023. Pour l'instant, il y a trois épisodes. Donc, la résilience des territoires, confort et santé, et on en a un dernier qui est sorti sur la biodiversité. Une page LinkedIn qui est très active, je vous invite à vous inscrire si vous n'y êtes pas déjà. Des webinaires, donc on a déjà diffusé deux webinaires en décembre 2023, ça c'est le troisième dans cette série-là. On en aura un autre au mois de mai sur l'éclairage nocturne, mais on vous informera bien sûr de cet événement-là. Nous avons aussi tous les éléments du projet Brass parce que le webinaire d'aujourd'hui aborde l'approche sociologique du projet Brass. Donc, la restitution du projet Brass, vous trouvez déjà les éléments dans l'enviroboîte auxquels viendront s'ajouter la présentation de ce webinaire ainsi que le lien vers le replay. Et, ah oui, donc enviroboîte.net, à la fin, l'adresse n'est pas bonne, j'ai oublié le T, je suis désolée. Et maintenant, donc, le webinaire d'aujourd'hui, Brasseur d'air, réussir son projet en tenant compte de l'usager avec Dorian, voilà, je vais te passer la main. Juste, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Le webinaire se compose en trois parties et on va prendre, à la fin de chaque partie, on aura un temps de questions-réponses. Donc, on prendra les questions qui sont inhérentes à la partie qui vient de se dérouler et les questions plus généralistes, on les abordera à la fin du webinaire. Voilà. Dorian, j'arrête mon partage et je te passe la main. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais tout de suite lancer le partage d'écran tout d'abord. Voilà. Donc, comme disait Céline, bon, merci beaucoup Céline et Carlos de me donner l'opportunité, Envirobat de BDM, de me donner l'opportunité de venir présenter les résultats, une partie des résultats du projet Brass. Donc, Brasseur d'air, une solution de sobriété et d'efficacité. Et vendredi 15 à Je... minuit. Il y a une personne qui a son micro ouvert, Il nous envoie tout ça. Monsieur Courtois. Monsieur Courtois, vous avez votre micro ouvert. Là, c'est bon. Bon, pas de problème. Donc, Ouais. je disais donc le projet Brass. Ici, on va se focaliser sur l'approche, vous allez voir, sciences sociales de ce projet Brass qui est composé de plusieurs co-traitants, qui est un projet financé, qui a été financé par l'ADEME. Est-ce que, Carlos, tu voulais dire un mot sur tout d'abord sur le projet Brass, enfin, ou est-ce que je continue? Je peux toucher un petit mot si tu veux. C'est un projet qui s'est étalé en 4 ans et qui a regroupé un ensemble euh, une équipe pluridisciplinaire. Je pense que tu pourras l'évoquer tout à l'heure, avec des ingénieurs, nous comme centre de ressources, des laboratoires aussi, et qui s'est focalisé dans l'efficacité et dans la perception aussi des brasseurs d'air. Donc, aujourd'hui, on s'attache aussi à la partie plus retour d'expérience socio-technique, voilà, que tu pourras développer. Exactement. Ok, merci beaucoup. Donc oui,
Je fais un petit saut en avant, parce que je vais remonter pour me présenter quand même. Donc, je m'appelle Dorian Lidvine, j'ai un bureau d'études, cabinet d'études qui s'appelle ISEA, donc je réalise à la fois de la recherche-action, donc des projets de recherche assez appliqués, du conseil et des études, et également, je fais également de l'AMU opérationnel, de la facilitation donc, et de la formation, voilà, formation plutôt participative. Et je traite de questions de qualité d'usage et d'approche comportementale dans mes recherches, et avec une approche science sociale, pas mal dans des projets sociotechniques, notamment pas mal d'interventions dans des projets sociotechniques qui mêlent donc l'approche sociale et technique autour des sujets environnement, donc bâti, eau et énergie, etc. Voilà, donc j'ai été ici accompagné d'une personne, Rémi, qui est un partenaire. Nous avons travaillé à deux, même à trois, qui lui a une marque SSE Conseil et qui fait également de la R&D, du conseil en sciences sociales autour des sujets eau, énergie et environnement. Et Rémi a une formation de sociologue anthropologue. Et on a collaboré sur plusieurs projets, dont le projet Brass. Le projet Brass, donc c'est 36 mois de recherche sociotechnique, avec, comme disait Carlos, il y a à la fois des dimensions purement, on va dire, scientifiques, physique, acoustique, aussi des approches ingénierie, de la sociologie, de la psychologie sociale, que nous avons porté avec Rémi sur le projet. Un protocole assez large et diversifié. Il y a eu de la mesure, de l'expérimentation sur site, des cellules d'essai en laboratoire, des entretiens, des questionnaires. Donc un protocole assez riche. Et là, on fait un focus en sciences sociales, euh, qui est à croiser du recueil, que nous avons mené des recueils, donc entretien questionnaire, mais aussi de l'instrumentation sur site et de l'observation qui a été menée par Envirobat BDM. Donc, on va dire la cellule sciences sociales, le côté sciences sociales a été abordé aussi par Envirobat BDM, on a croisé nos résultats. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt notre approche d'ISEA et SSE Conseil dans ce consortium PRAS. Alors, ce que nous allons aborder, alors peut-être que vous entendez du bruit, je ne sais pas si vous entendez, parce qu'en fait, la maison en haut est en rénovation. Donc si par hasard il y a un bruit qui vous gêne, n'hésitez pas à nous en faire part. Je pense que non, mais on ne sait jamais. Bon, ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, on va faire un brin de méthodologie, juste pour que vous compreniez comment on a travaillé, mais sans rentrer dans les détails. Pourquoi on parle de l'usager et de ses pratiques autour des brasseurs d'air? Aborder la perception et l'appropriation, motivation des usagers que nous avons pu interviewer, donc les motivations à l'usage du brasseur d'air, des facteurs qui freinent ou qui stimulent l'usage des brasseurs, quelques éléments des modes d'usage qui ont pu être observés, et une synthèse où je vais essayer de donner un peu des recommandations, des conditions de réussite, quelques éléments, quelques pistes pour bien réaliser un projet en tenant compte, en essayant d'optimiser le projet, donc en tenant compte des usagers et des usages. Vous verrez dans la présentation, brasseur d'air sera abrégé par BA, juste pour des questions de gestion de l'espace sur les présentations, sur les slides. Alors, un tout petit peu de méthodologie. Les cibles principales, nous avions deux cibles, nous, dans la partie en sciences sociales. On avait les usagers de bâtiments, le côté demande, on va dire, et puis aussi des professionnels, c'est-à-dire le côté offre, installateurs, prescripteurs et fabricants. On va ici beaucoup se focaliser sur la cible usager de bâtiments, et des fois, on fera on fait des petits incursions sur qu'ont dit les professionnels sur le sujet, on va dire. Donc, il y a des petits compléments liés à ce que les professionnels ont pu exprimer. Quand on parle d'usagers ici, on a on a une segmentation en quatre groupes, en fait, quatre sous-catégories. Donc, il y a un critère, c'est cible, donc usager en habitation ou usager hors habitation. Vous verrez ce que c'est hors habitation, donc logement ou hors logement, et avec ou sans brasseur d'air. Parce qu'en fait, ici, quand on parle d'usager donc d'un espace. On parle d'usager d'un espace, pas un usager du brasseur d'air. C'est l'usager de l'espace. Et donc, on a interrogé des usagers sans brasseur d'air et des usagers avec brasseur d'air. D'accord? Hors habitation, c'est logement privé et social, bureau, établissement scolaire, essentiellement. Et donc, je précise, quand le mot usager désigne
un usager d'un espace qui est avec ou sans brasseur d'air. Donc, quand je ne précise pas avec ou sans brasseur d'air, c'est que c'est un résultat qui est général. Et si je donne une précision, je vais dire bah, les usagers avec brasseur d'air ont dit ceci et les usagers sans brasseur d'air ont dit cela. D'accord? Très rapidement, on a fait, bon, une méthodologie qui peut être assez commune. Il y a toute une partie de l'état de l'art où on essaie de dégager des thématiques, faire émerger la problématique, et puis voilà. Et puis aussi faire émerger des hypothèses. Ensuite, on a mené 43 entretiens. C'est une investigation qualitative, donc on est sur une investigation qui est qualitative ici. C'est le cœur du projet. On n'est pas sur un projet avec des questionnaires quantitatifs avec beaucoup de répondants. On a plutôt essayé d'approfondir donc, ce qu'on avait à étudier. On approfondit plutôt que avoir beaucoup de réponses avec un approfondissement plus faible qui est celui des questionnaires, puisqu'on ne peut pas aller trop en profondeur avec un questionnaire. Mais on a quand même réalisé un petit web questionnaire auprès une partie des répondants en entretien. Ils ont accepté de venir répondre à des questions complémentaires, voire avoir un peu plus d'informations. On est sur du semi-quantitatif, on n'est pas sur du quantitatif ici, parce qu'il y a 24 réponses. Deux terrains d'enquête, Métropole et La Réunion, qui étaient les terrains d'enquête du projet BRASS. Pourquoi pas? Alors, pourquoi ça c'était la partie méthodologie? Pourquoi parler d'usager et d'usage? Euh, la performance d'un brasseur d'air et donc performance au sens, on va dire, plus technique et le confort ressenti par l'usager. On pourrait mettre le confort ressenti dans la performance, hein. Certains le mettent, mais je préfère la distinguer performance et confort ressenti. Bah, ces deux aspects dépendent de la relation de l'usager à l'équipement. C'est ce qu'a montré le projet Brass, euh, ou l'a consolidé, renforcer des résultats ou voire à montrer des nouveaux résultats là-dessus. Donc à la fois il y a la posture de l'usager, son activité sous le brasseur d'air, les questions de réglage et d'utilisation. Donc les réglages à la fois et les utilisations, la manipulation, le niveau de connaissance et de compréhension de l'équipement, le mobilier qui est utilisé, etc., etc. Donc on voit bien que la relation de l'usager à l'équipement et à l'environnement proche influence fortement, c'est ce que montre le projet Brass, la performance et le confort ressenti. Donc il s'agit bien d'intégrer ici l'usager et ses pratiques, les pratiques qu'il a dans l'environnement dans lequel il évolue, et intégrer cela dans la conception, l'installation et la maintenance d'un brasseur d'air. Réussir son projet brasseur d'air avec les usagers, donc c'est quoi? C'est donc du coup, si on part de ce résultat-là, du coup, il est bon d'intégrer, donc de tenir compte des biais de perception. On parlait tout à l'heure de connaissance et d'appropriation, donc la perception des usagers vis-à-vis du brasseur d'air, les usages du brasseur d'air, la pratique, alors des dérives au sens de mauvaises pratiques hein, par rapport au brasseur d'air, les craintes, on a parlé d'activités tout à l'heure, donc les activités, bien sûr, usage au sens large et usage et utilisation des brasseurs d'air, donc identifier les craintes et les freins à l'utilisation du brasseur d'air, et puis aussi que ça puisse répondre à des motivations et aux besoins des usagers, puisqu'il y a une typologie assez variée, vous verrez, d'usagers. Et puisqu'il y a une typologie variée d'usagers, il est bon on va dire, c'est ça un peu les résultats aussi qu'on appuie, qu'on souligne dans le projet, c'est que il est utile d'aller chercher à mieux comprendre les typologies d'usagers dans la réalisation d'un projet brasseur d'air. Et puis donc du coup, bah, informer les professionnels de tous ces éléments afin qu'ils puissent optimiser les installations. On a constaté auprès des professionnels qui ont répondu, qui ont bien voulu répondre à nos entretiens. Alors, on est sur des entretiens, je fais un petit aparté d'ici. L'entretien, certaines personnes vont dire 43 entretiens, c'est pas très représentatif on va dire, de l'ensemble des possibles usagers et professionnels en France et à La Réunion, en métropole à La Réunion. Oui, le but de l'entretien n'est pas d'être représentatif, il a l'objectif, ici en tout cas, d'avoir un échantillon varié, un échantillon large, et d'aller en profondeur dans les divers variables et notions qu'on est en train de traiter. Le but, il était là. Il n'est pas d'avoir des résultats donc représentatifs de tous les usagers et tous les professionnels de France. Donc, quand je donne des résultats, il faut entendre les interviewés ont répondu cela, on a trouvé cela en relation aux interviewés, aux personnes interviewées.
D'accord? Donc, je précise bien ça, c'est important que vous compreniez. Donc, on est dans une étude qui est exploratoire, qui a toute sa force, mais qui reste exploratoire et pas confirmatoire. Donc, on a, nous, constaté une certaine méconnaissance de ces éléments-là. C'est-à-dire que les professionnels qu'on a interviewés ne connaissent pas vraiment les biais de perception, euh, le niveau d'appropriation des brassadaires par les usagers, les craintes et les freins, ça, ils connaissent un peu mieux, les motivations, les besoins. Il y a une certaine méconnaissance de ces éléments-là, donc ça vaut le coup d'approfondir et bah, de diffuser ces résultats. Alors, on a un petit quiz qui est le premier quiz qu'on souhaite vous diffuser pour préparer. Donc, on a un petit quiz qui est d'une ou deux questions pour préparer la suite. Donc, on vous demande d'abord de donner votre avis, votre opinion sur une question. Est-ce que Céline est... Voilà. La question est, donc, dans la section le rapport des usagers à l'équipement, selon vous, le brasseur d'air est-il un équipement bien connu des usagers? Donc, usagers avec ou sans brasseur d'air. Avec brasseur, on peut le concevoir. Alors, la question est plus sur les usagers sans brasseur d'air en France. Mais ça peut être aussi pour ceux qui ont des brasseurs d'air. Bien évidemment, est-ce que le brasseur d'air est un équipement bien connu? Vous êtes 141 et pour l'instant, on est à la moitié de répondants. Alors, on va se dessiner une belle courbe de Gauss, comme on dit. Avec pas mal de, vous êtes pas mal, ben, pour l'instant en tout cas, je commence un peu à commenter au fur et à mesure, un quart, à peu près un quart vous êtes un quart à penser à être plutôt au point moyen. Ça veut dire soit un point moyen, ça veut dire une connaissance moyenne, soit c'est parce qu'en fait vous êtes sans réponse. Souvent on se met le point moyen aussi quand on n'a pas trop d'avis, donc c'est un peu sans avis. Euh, ou c'est parce que vous pensez que c'est une connaissance moyenne, avec, vous avez la courbe de Gauss ici qui se dessine, et donc vous êtes environ, on va dire, environ presque la moitié à considérer que c'est une connaissance soit plutôt faible, soit plutôt forte, et uniquement 20% à considérer que la connaissance est forte. 15%, pardon, à considérer que la connaissance est forte, et environ 9% à considérer que la connaissance est faible. Et environ, on va dire, je répète, mais 50, 60, 60% à considérer que c'est moyen, plutôt faible ou plutôt faible ou plutôt fort. Ok, je pense qu'on peut arrêter cette question-là. On est à 88% de réponse. Peut-être passer à la deuxième question. Je crois qu'il y en a deux là, sur celle-là, non? Euh, Carlos, oui, c'est ça. La deuxième Euh, question oui, elle est est partie, je crois. comment? Elle Elle est était, partie déjà, elle, la elle question. était la deuxième question, elle était en dessous. Ah, J'avais les trois questions à suivre. Il y avait, selon vous, le BA est-il un équipement bien connu des usagers en France? J'avais La ah Réunion oui, d'accord. et majoritairement perçu comme un équipement Attendez, alors moderne là, ou désuet. Ça y Ok. était. Est-ce que Alors, j'ai une réponse. tu... J'ai un problème, c'est que c'est de 0 à 10. Pardon. Moi, je m'arrêtais à 7. D'accord. Donc, il y a 10. Excusez-moi, autant pour moi. Donc, je reprends un petit peu mes commentaires. Vous êtes plutôt, à ce moment-là, excusez-moi, le point moyen, donc c'est 4, 5. Et vous êtes plutôt une grande majorité à considérer que la connaissance est faible. Excusez-moi, je n'ai pas vu ça. Ok. Excusez. Donc, vous êtes plutôt à Et considérer que la connaissance est plutôt faible. Euh, et puisque vous êtes en dessous, une grande majorité à être plutôt en dessous du point moyen, entre 0 et 10. Ok. Donc voilà, je reprends cette petite analyse. On descend à la deuxième question, pardon, excusez-moi. Deuxième question. Selon vous, le brasseur d'air est-il un équipement bien connu des usagers à La Réunion? Alors d'accord, il y a un c'était en France et l'autre c'était à La Réunion. D'accord, ok, pardon. Autant pour moi. Donc, en France, on vient de le dire, connaissent plutôt majorité à penser que c'est une connaissance faible. Euh, à La Réunion, vous êtes plutôt une majorité à considérer que c'est une connaissance plutôt forte. Donc en métropole et à La Réunion, vous êtes plutôt à environ 17, 15, 35, même une très grande majorité à considérer que c'est plutôt une connaissance forte. Euh, ok, très bien. Et ensuite, troisième question, le brasseur d'air est-il perçu majoritairement comme un équipement moderne ou désuet? Vous êtes
96% a considéré que le bracelet d'air est perçu comme un équipement désuet. Désuet. Est-ce qu'on peut peut-être mettre fin au sondage? C'est vous qui le faites, Carlos? Oui, Ouais, oui, ouais, j'ai ouais. j'ai mis fin au sondage et en fait, on a relancé la deuxième question, les freins au déploiement C'est Alors des ça, c'est c'est pour la brasseurs. après. troisième. Et c'est C'est Voilà, la après, c'est troisième après. question. Ouais. Mais on pourra la relancer tout de suite en On sondage. verra plus tard. on verra plus tard. On la laisse et on verra plus tard. C'est Je ça, laisse, exactement. je laisse les gens répondre et après, on arrêtera les sondages. C'est On ça. fera les points sur cette sondage. D'accord. Si tu vois après, je vais essayer de pouvoir si je pourrais après le repartager Oui, quand on arrivera tout à la à fait. question. Pas de Merci, Carlos. problème. Ok. Donc, le brasseur d'air est un équipement bien connu, point d'interrogation. L'équipement est globalement méconnu, mais métropole et Réunion. C'est ça que donc vous aviez donc globalement touché du doigt en métropole, qu'en effet, c'est une connaissance faible, globalement méconnue, oui. Les trois quarts des répondants, avec ou sans brasseur d'air, en fait, ont une méconnaissance globale. Attention, méconnaissance, vous allez voir un peu, on va en parler après, c'est une méconnaissance un peu globale. Hein. C'est pas juste est-ce que le brasseur d'air existe et est-ce que le brasseur d'air, à quoi il sert. C'est pas ça. Hein. C'est bien sûr, c'est la méconnaissance du brasseur d'air en tant qu'équipement, quoi, globalement. Et donc, en effet, mais même à La Réunion, en fait, on trouve le même résultat. C'est-à-dire que trois quarts des interviewés de La Réunion ont une méconnaissance faible des brasseurs d'air. Alors, quel est on va dire le profil des répondants? Je vous inviterai à aller voir le rapport de recherche, parce que là, on décrit un peu les répondants, mais on essaie d'avoir des répondants variés, c'est à la fois des jeunes et des personnes âgées. Voilà, on a essayé d'avoir une certaine segmentation type en sciences sociales, variée du moins, pas représentative, mais variée. Donc ça c'est le point, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation sur la Réunion, c'est parce que on a été surpris, c'est un résultat qui nous a surpris, de dire qu'à la Réunion, en fait, il y avait une certaine méconnaissance par la plupart des personnes interviewées. Il y a une confusion qui est assez courante, l'on précise ici, entre la notion de rafraîchissement et de refroidissement. Ça c'est un point fort aussi, qui est la confusion est assez forte entre rafraîchissement et refroidissement d'une ambiance qui amène à apporter un grand crédit à la climatisation. J'en parle ici parce que c'est une histoire aussi qui est importante dans la question de la méconnaissance du brasseur d'air et de ses spécificités. Euh, Parce que le brasseur d'air apporte un rafraîchissement qui est la climatisation plutôt un refroidissement, je vous apprends rien, et donc il y a certaines confusions là-dessus, des personnes qui attendent du brasseur d'air un refroidissement. Et donc les spécificités et les limites et les avantages du brasseur d'air sont méconnus, comme les différents types de modèles de brasseurs d'air qui existent, le fait qu'il y ait des brasseurs d'air qui puissent fonctionner en hiver, en mode hiver, qui est tous cette question en fait du brasseur d'air, de comment on le maintient, comment on fait l'entretien du brasseur d'air. Bref, la connaissance globale du brasseur d'air est relativement faible. Ensuite, quelle perception ont les usagers du brasseur d'air? Et les professionnels aussi. Alors, on entend les termes comme pays chaud, colonie, western, vieux café. Ce sont les termes les plus courants qu'on entend quand on leur demande, au tout début de l'entretien, avant même de parler brasseur d'air, on leur dit, alors, si je vous dis brasseur d'air, ça fait référence à quoi dans votre esprit? À quoi vous pensez? Quelle est l'image qui vous vient à l'esprit en premier? Le brasseur d'air est souvent perçu comme un équipement désuet, donc ça, vous aviez également vu le résultat, et inesthétique, pouvant générer certains problèmes dans l'usage. Donc il y a une partie des usagers qui disent qu'on peut avoir des problèmes de bruit, de gêne, etc. Ce sont plutôt les sans brasseur d'air qui évoquent ces gênes, en moyenne. En habitation, donc là je précise, je fais une petite précision, en habitation, ils sont perçus comme en habitation, ils sont perçus comme mal intégrés dans les logements. Globalement, en habitation, il y a cette notion de un brasseur d'air est mal intégré dans le logement. Euh, il est trop visible, il est question de où est-ce qu'il est placé, esthétiquement et au niveau architecture d'intérieur, mal intégré. Hors habitation, dans le tertiaire, par contre, les répondants nous disent que le brasseur d'air est souvent bien intégré dans le tertiaire et l'esthétique n'est pas prioritaire pour la plupart des interviewés. Donc, la question d'est-ce qu'ils sont bien intégrés ou pas est moins importante, mais ils trouvent qu'ils sont plutôt bien intégrés. Donc les termes qu'on voit plutôt, c'est à l'ancienne, d'une autre époque, etc. Donc c'est ce côté désuet dont on parlait. Mais le jugement global qu'on approfondit, bien sûr, l'entretien est là pour ça, pour approfondir et pas rester sur des déclarations, on va dire, de surface. Mais le jugement global reste positif. C'est un équipement qui est considéré comme potentiellement performant et économique. Alors j'ai mis potentiellement parce que les personnes parfois évoquent le fait que dans certains cas, ça peut être performant et pas dans d'autres, etc. Donc de leur expérience ou ceux qui sont sans brasseur d'air ont une notion, on va dire, d'une performance qui est relative au contexte.
potentiellement performant et économique, écologique et utile pour améliorer le confort ressenti. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort des entretiens quand même, de son intérêt. Le focus des professionnels. Les professionnels, eux, de leur côté, parlent d'un équipement, leur vision, hein, leur perception, qui est un équipement sobre, qui est indispensable à ceux, la plupart, la très grande majorité des professionnels qui ont été interviewés parlent d'un équipement qui est sobre, indispensable, qui améliore la sensation de confort ressenti. Et ils ont tendance à prescrire plutôt des modèles modernes. Et eux aussi font part du fait qu'ils ont l'impression que la perception des usagers est d'un équipement qui est désuet. Donc eux, ils s'orientent vers des modèles plutôt modernes, évidemment. L'expérience d'usage d'un brasseur d'air par l'usager. Donc, dépend de l'expérience d'usage, pardon, plus âgé, quelle est l'influence, l'implication, pardon, les conséquences, excusez-moi, les conséquences d'expérimenter l'usage d'un brasseur d'air. Donc, plus l'usager expérimente le brasseur d'air, donc si on distingue les avec et sans brasseur d'air, euh, on voit que le fait d'expérimenter un brasseur d'air réduit les anticipations négatives de l'usager. Autrement dit, ces anticipations négatives qu'ont sans brasseur d'air, ces anticipations négatives s'amenuisent, s'allègent, notamment au niveau acoustique, sécurité, gêne et l'efficacité. Ensuite, ça réduit aussi l'image d'un équipement désuet. Au fur et à mesure qu'on utilise un brasseur d'air, cette perception-là s'allège, voire disparaît. Ça réduit également la comparaison qui est faite assez fréquemment, on l'a dit, avec la climatisation. C'est-à-dire que les spécificités du brasseur d'air et les conditions de son efficacité sont mieux cernées par l'usager du brasseur d'air. Heureusement, mais c'est une tendance évidemment à l'usage. Et ça augmente le pragmatisme de l'usager. Donc l'usager devient plus attentif aux éléments plus rationnels. J'aurais pu mettre rationnel entre guillemets parce qu'il faut dire ce que ça veut dire. Il faut spécifier ce que veut dire rationnel ici. Donc le pragmatisme de l'usager, c'est-à-dire il fait un peu plus attention au coût, à la qualité de l'installation, aux notions de contrôle et de manipulation et de contrôle, d'équipement de contrôle, etc. Donc l'usage augmente ses aspects rationnels et réduit les anticipations négatives. Et on souhaite ouvrir ici une petite séquence de questions-réponses qui, s'il vous plaît, on va prendre les questions qui traitent de cette section qui vient de passer et pas des questions généralistes qui seront traitées à la fin. Alors, est-ce que Carlos et Céline, est-ce qu'il y a-t-il des questions? On n'a pas relevé des questions, mais j'invite les participants à les poser euh, maintenant. Si vous souhaitez aussi partager une expérience vis-à-vis de cet chapitre, voilà, n'hésitez pas à, à parler. Sans question, tu me dis, Carlos, si je continue? Oui, on peut Oui, oui, continuer, oui. tu peux Pas de On continuer. continue. questions. Allez, on verra si les questions émergent plus tard. Le quiz, c'était le fameux quiz, la question qui a été envoyée. Désolé hein, pour la. J'ai envoyé la deuxième question tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux repartager peut-être Oui, les résultats c'est la question, Non, c'est quoi? C'est la question sur les freins ou sur les Ouais, motivations que tu sur les posais? motivations, oui. Ouais, sur les motivations. Donc, on va le lancer parce que c'est sur les freins qui étaient partis en premier. Je D'accord. vais lancer les motivations. Ouais. Merci. À vous, donc à vous, participants. Est-ce qu'il apparaît? Non, pour l'instant, je vois pas. Parce que l'autre n'est pas fini, en fait. Il faut C'est terminé. les terminer. Alors, comment ça se fait que ça ne marche pas? Ça y est. Question à choix multiple. Quelles sont les principales motivations des usagers, tout confondu, à utiliser un brasseur d'air? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre deux réponses? Alors, je sais pas, je pense que le système Zoom ne permet pas en fait de restreindre le nombre de réponses que vous donnez, donc on vous Non. demande de donner deux réponses. C'est possible, Carlos? Non, je crois que De non. restreindre, c'est pas possible, non. Voilà, Mais c'est ça. Donc on vous demande de ne pas mettre trop de réponses parce que trop de réponses, ben, il n'y a pas de différence de résultat. Ça veut dire trop de réponses, c'est pas de réponse, un peu. Donc si vous pouvez donner que deux motivations majeures selon vous à utiliser un brasseur d'air, du point de vue des usagers, on vous demande de vous mettre à la place de l'usager d'un brasseur d'air. Si vous en êtes un, ben, vous pouvez répondre à vos propres chefs.
Voilà, on en est à 127 sur 146. Donc, je pense on n'a pas la plupart des répondants, des participants que vous êtes, je pense, avaient répondu. Euh, Je et vais donc, mettre fin au sondage, du coup. comment? Et je mets fin au sondage, je partage les résultats. Ouais, très bien, merci. Voilà. Donc, on a donc les réponses. Je vous invite juste à regarder un peu les résultats. Vous voyez, vous êtes 87%, donc il y a presque 100% de vos réponses au moins a mis au moins confort d'été. Et avec ensuite, selon vous, l'économie d'énergie étant la deuxième motivation, la principale, et après, à égalité, contribution à l'environnement et low-tech. Et vous considérez donc que la santé, le confort d'hiver et l'esthétique sont, je note ça aussi pour moi, sont des motivations très mineures du point de vue de l'usager. Alors, je continue du coup. Qu'est-ce que, qu'a-t-on observé nous auprès des usagers qui ont été interrogés? Donc, sur les 43 entretiens qu'on a menés tout à l'heure, dont j'ai parlé, il y en a 33 qui sont usagers et 10 professionnels. J'ai oublié de préciser la distribution entre les professionnels et les usagers. Donc, sur les usagers qui ont été interrogés, en effet, le confort d'été est la principale motivation. Donc, ça, c'était bien vu. C'est quand même le grand point quand même du brasseur d'air, mais voilà, il faut aussi confirmer ce qui est confirmable. La contribution à l'environnement, en effet, est une deuxième motivation. Et vous voyez, la santé et la qualité de l'air est la troisième, le low-tech est la quatrième. Donc, dans ce que vous disiez, vous mettiez santé comme étant une motivation inférieure à ce que nous, on a pu observer. Et l'économie d'énergie, vous avez mis ça comme une motivation supérieure à ce que nous, on a pu observer. Le brasseur d'air est rarement attendu pour le confort d'hiver, ça vous l'avez vu, l'impact sur la facture au sens économie d'électricité et l'esthétique. Donc là, les deux seuls points, on va dire, qui étaient un peu, où nos résultats viennent un peu vous challenger un peu sur votre perception, c'est sur l'impact sur la facture, qui n'est pas quelque chose qui est attendu par les usagers, et la santé, par contre, qui a plus d'importance que ce que vous pouviez le croire. Par contre, les motivations, donc là avant, pardon, excusez-moi, ça c'était les répondants, tout répondant confondu, d'accord? Tout usager répondant. Maintenant, on va essayer de faire un petit focus un peu plus sur selon le type le type de cible. Donc, les motivations à utiliser un brasseur d'air diffèrent selon le type d'occupation, habitation ou autre, et selon le type de bâtiment également, c'est-à-dire un bâtiment qui est tout à fait euh, adapté à l'utilisation d'un brasseur d'air. Tous ces résultats de qu'est-ce que c'est adapté, qu'est-ce que ça veut dire, sont plutôt dans le rapport. C'est des aspects plus techniques autour de l'isolation, autour de la possibilité d'avoir un réfléchissement passif, un réfléchissement, une ventilation naturelle de nuit, etc. Donc le type de bâtiment, ici on ne va pas le préciser, mais les motivations dépendent surtout du type d'occupation et également du type de bâtiment. Des personnes qui sont sur un bâtiment qui sont des passoires thermiques et où il fait extrêmement chaud n'ont pas forcément les mêmes motivations que dans un bâtiment tout à fait adapté et où le brasseur d'air a une efficacité, une performance élevée. Alors, les usagers avec ou sans brasseur d'air, on l'a dit, confort de thé, contribution à l'environnement et réduction de consommation. Dans le rapport, il y a la réduction des consommations apparaît. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elles n'étaient pas importantes, mais elle apparaît pour une partie seulement des usagers. Là, je n'ai pas le détail exactement, mais si à un moment il y a une question, je pourrais retourner dans le rapport pour aller chercher ça. En tout cas, les hors habitation, eux, les hors habitation, les usagers considèrent que c'est la qualité de l'air et le côté low-tech qui prime. Et là, on fait une petite incursion sur le maître d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, ce ne sont pas des usagers directs, mais on va dire les motivations des maîtres d'ouvrage, c'est un petit bonus ici qui n'est pas lié aux usagers, c'est facilité d'entretien, coût d'exploitation et absence de gaz frigorigène. Ce sont les trois motivations des maîtres d'ouvrage qu'on a pu interroger. Alors, rapidement, on fait le dernier quiz, normalement, sur les freins. D'accord. C'est le quiz qui avait déjà été lancé, mais C'est ça. On essaie je vais essayer et pour précision, Dorian, ça fait à peu près une demi-heure là D'accord. Merci. qu'on On a l'avait commencé. déjà lancé et est-ce que tu peux accéder aux résultats de rien? D'accord. Alors, comment je fais moi est-ce que c'est toi qui présentes les résultats, Carlos? Je peux le faire. C'est les freins au déploiement du BA. Alors, il y a Alors, aussi il y a des nouveaux oui, participants, mais bon, pas beaucoup. Il y en a 4 nouveaux, je pense, ou oui. 5 nouveaux, mais bon, Bon, c'est pas. on a eu environ 70% des répondants.
Ok. donc environ une centaine. Euh, donc l'image négative ressort avec la méconnaissance de l'équipement comme les critères, les freins les plus importants. Euh, Tu peux pas le projeter, c'est ça, le partager, hein. Tu peux pas, c'est ça? j'essaie de les faire après. Donc, Euh, si tu peux pas, vas-y, juste tu me dis alors. Donc, c'est aussi pour les oui, personnes, tu peux nous dire. Donc, méconnaissance, premier, ok? oui. Méconnaissance en premier avec 80%. Ouais, Image négative, 46%. Et manque de règles de dimensionnement et d'installation en troisième position. ok, En quatrième aussi, manque de volonté de maîtrise d'ouvrage et du maître d'œuvre. ok. Voilà, donc c'est un peu les quatre Les quatre principaux. points D'accord. principaux. Ok, merci. Alors, on va regarder ce que nous, on a trouvé dans notre exploration. Alors, les freins les plus fréquemment cités par les professionnels. Alors, je vous précise que les freins, on a surtout cherché ça aux côtés des professionnels. Et on a aussi interrogé les non-usagers, enfin les usagers sans brasseur d'air, d'accord? Mais les principaux résultats les plus fins sont issus d'un travail avec des professionnels qui a été mené en partenariat avec l'équipe de Brise, de Brise sur un questionnaire professionnel. Et c'est de là que sortent ces résultats-là. Donc, les freins les plus fréquemment cités par les professionnels sont le manque de volonté du maître d'ouvrage, donc ça vous l'avez vu, la faible connaissance, vous l'avez vu, et son image négative. D'accord? Euh, Après, un focus pro sur les entretiens qui ont été menés. Donc là, c'est côté Focus Pro entretien. Euh, les aspects négatifs évoqués sont issus de craintes plus que de constats. Ça veut dire que les professionnels du côté des usagers disent que les usagers ont des craintes plus que de constats et donc ils ont des craintes autour de la sécurité, autour de la gêne, des coûts. Et c'est des craintes, on a parlé tout à l'heure d'anticipation négative. Donc, les aspects négatifs sont plutôt là. Donc, c'est ces craintes-là qui sont des freins, plus que des constats de gros problèmes d'usage, on va dire, autour de la sécurité et de la gêne. On observe par contre de mauvaises pratiques dans la conception ou l'installation. Les professionnels font ce constat-là, donc qui est un frein au bon usage. Et la plupart des maîtres d'ouvrage méconnaissent les qualités et les spécificités du brasseur d'air et ne savent pas comment obtenir des installations adaptées. Ça, c'est le retour des professionnels, d'accord, auprès des maîtres d'ouvrage avec lesquels ils travaillent. Donc, les maîtres d'ouvrage méconnaissent les qualités et les spécificités du brasseur d'air. Et ils ne savent pas vraiment comment obtenir des installations adaptées. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance à comment on arrive à une installation qui est vraiment adaptée et qui est vraiment efficace, pertinente. Je vous fais part ici juste du résultat du tableau, donc du résultat avec là plus de réponses, puisqu'on est sur un questionnaire avec 236 répondants. Euh, c'est un questionnaire professionnel qui a été mené en 2021. Euh, Il y a déjà eu un webinaire qui a été réalisé en décembre par l'équipe de Brise. Euh, alors, vous voyez ici que la volonté du maître d'ouvrage, les mauvaises connaissances et l'image négative sont les principaux freins, mais la volonté aussi des maîtres d'œuvre arrive juste après, à 46%, avec les règles de dimensionnement, vous les avez bien vues, à 48%, et également le retour des usagers pour les professionnels. 39%, ce qui vient juste après, ou pour le maître d'ouvrage. Donc les REX, le retour des usagers à destination des professionnels et des maîtres d'ouvrage, arrive après avec 39%, et des échanges d'informations et de bonnes pratiques entre professionnels. Le manque d'informations, d'échanges d'informations et de bonnes pratiques entre professionnels arrive juste après. Et les freins les moins cités sont la formation des installateurs, le financement et les aides, et l'interaction entre les professionnels du terrain et les constructeurs, pour que les constructeurs puissent fabriquer des équipements qui sont adaptés au contexte français. Alors, maintenant, ça c'était les freins. Vous avez vu, c'est des freins un peu génériques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, c'était pas qu'un focus sur que disent les usagers d'eux. C'était la vision des professionnels avec plusieurs aspects. Donc, les freins au niveau technique, au niveau économique, au niveau perception, communication, information, etc. Entre professionnels et maîtres d'ouvrage, etc. Donc, c'était assez large. Là, je voulais faire un petit focus sur d'autres déterminants de l'usage. Alors là, c'est une partie où je vous ai rajouté des informations et des résultats du rapport. Il n'y a pas forcément une logique entre chaque slide, mais par contre, on est dans la section autres déterminants de l'usage. D'accord? Donc, je vous demande
de regarder chaque slide avec un focus sur un type d'information. Alors, le principal frein exprimé par les usagers, avec ou sans BA, est l'efficacité du brasseur d'air. Ça, on l'a pas exprimé tout à l'heure, mais je le dis ici. Les usagers, c'est le frein principal, c'est est-ce que le BA, est-ce que le brasseur d'air est efficace? Aussi dans un rapport qualité-prix, mais surtout l'efficacité pour le confort d'été est un point majeur, est un frein majeur exprimé par les usagers. Or, l'efficacité du brasseur d'air, ça, ce sont des résultats qui ont été plutôt d'une synthèse de l'ensemble de l'équipe, donc d'un webinaire qui a été réalisé en septembre dernier avec l'ensemble de l'équipe. L'efficacité du brasseur d'air perçue par l'usager, son efficacité perçue, dépend de la sensibilité thermique de l'usager, elle-même liée à la zone climatique, de la conception du bâti dans lequel le brasseur d'air est installé, on en a parlé tout à l'heure, et de solutions complémentaires qui participent à l'amélioration du confort ressenti. Donc tout ce qui peut avoir autour de l'amélioration du confort ressenti. Donc l'efficacité perçue par l'usager dépend de ces éléments-là. Donc voilà, là c'est une cascade on va dire une petite cascade de notions, c'est-à-dire le frein principal exprimé, c'est l'efficacité perçue par l'usager, et l'efficacité perçue dépend de ces trois grandes catégories de critères. Sensibilité thermique, zone climatique, conception du bâti. Et des solutions complémentaires qui vont aider le brasseur d'air à apporter un confort ressenti. On voulait proposer une section questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été présenté? Carlos Oui, et Céline. mais vas-y. Ben, il y a eu des questions, enfin, je reprends un peu les sujets sur le dimensionnement et le nombre de pales. Je voulais juste te dire qu'on a abordé ces questions dans notre webinaire, que ce n'est pas les sujets aujourd'hui. Il y a une question sur des Cindy Mirai qui parle des usagers et la comparaison entre les brasseurs d'air et la clim. Et justement, est-ce que les usagers comparent ces deux types de technologies quand on parle de confort d'été ou de consommation d'énergie? Voilà ce que tu as eu. Alors, C'est il y a une petite slide juste après, justement, on fait un petit focus clim brasseur d'air, mais la question c'est, est-ce que tu peux répéter la question pour voir si j'arrive à apporter Oui. des éléments complémentaires, s'il te plaît? Est-ce que les usagers comparent les brasseurs d'air à la Oui. clim quand on leur parle de confort d'été ou bien de consommation d'énergie? Ah, ok. Qu'on parle de confort d'été ou de consommation. Euh, ok, alors, bah, pour répondre à cette question, nous, on a surtout vu des usagers qui qui comparent les deux quand on parle du confort. Quel est notamment les usagers hors habitation, évidemment, parce qu'eux, ils n'ont pas un regard directement sur les économies réalisées, sauf dans les cas où à la fois les salariés sont également à la gestion. Mais là, je pense qu'on a plutôt interrogé des personnes qui sont des employés. Et donc, ils n'ont pas un regard directement sur la question de la consommation. Ils n'ont pas en tout cas une attention forte portée là-dessus, a priori. Donc, ils regardent le côté vraiment du confort d'été et de l'apport en confort. Et chez les usagers habitation, si ma mémoire est bonne, c'est pareil. Ils comparent beaucoup ça au niveau de l'efficacité sur leur ressenti. La question des économies financières, donc facture, consommation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une motivation qui n'est pas très forte et qui ne ressort pas beaucoup quand on parle de brasseur d'air. C'est pas un grand critère, on va dire, de choix. Là, c'est moi qui fais cette conclusion. Hein. C'est pas un grand critère de choix, a priori, enfin, en tout cas, c'est pas une motivation. Attention, on va pas faire directement le lien entre la motivation et l'action, mais en tout cas, c'est pas une motivation forte qui est ressortie des entretiens, pour répondre à votre question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Carlos? J'espère que ça a répondu un peu à la question de Cindy. Non, pas forcément. Il y a des questions plus sur des études qui comparent la consommation d'énergie entre la clim et les brasseurs d'air. Mhm. Est-ce qu'il y a eu ce type d'études? Moi, je ne suis pas sûr voilà, Nous, on d'avoir. n'a pas, nous, on n'a pas observé. Alors, l'étude qu'on a menée, c'est 2021-2022. Le premier rapport a été diffusé en 2020, enfin, mi-2021. Si je ne me trompe pas. J'ai un petit doute d'un coup parce que j'ai plusieurs rapports qui se mixent dans ma tête. Je crois que c'est 2021-2022. Je retrouverai. En tout cas, à ce moment-là, nous, de ce qu'on a pu brasser comme étude, on n'a pas vu d'études qui comparent les deux. Attention, on n'est pas parti sur les études techniques pour nous. Notre focus est en sciences sociales. On n'est pas parti sur des rapports qui ont un contenu technique.
Quand c'était la technique et autre chose, on y allait, mais quand c'était purement technique, on n'y allait pas. Donc, des études qui comparent les deux, moi en tout cas, j'en ai pas vu, mais je pense qu'il faut plutôt demander au reste de l'équipe si c'est quelque chose Oui. qui a été observé. Et juste pour compléter ta réponse, ça a été déjà indiqué dans les réponses du chat par Florence Ludario et aussi par Vincent Priori qui est parmi nous. Il faut aussi voir les guides Brise qui a été réalisé voilà, euh, par ailleurs par rapport à Brass qui Tout à va fait. Ouais. plutôt voilà, rentrer dans ce type de détails Oui, euh, tout à fait. qu'on n'aborde pas aujourd'hui. C'est ça. OK. Oui. Bonjour Vincent. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent ce qui a été présenté? Non, pas forcément. D'accord. Bon, alors, je continue à avancer, puis de toute façon, il y aura un temps à la fin, on garde un temps pour les questions tout azimut. On est toujours dans les autres déterminants de l'usage. Euh, la sensation de contrôle est la sensation de contrôle qu'a l'usager sur le brasseur d'air détermine son intention d'utiliser l'équipement ainsi que son usage effectif, donc le côté action. Donc cette sensation de contrôle, c'est bien une perception qu'a l'usager. Et cette perception va déterminer son souhait, son intention d'utiliser un équipement. Donc là, on parle plutôt des sans brasseur d'air, donc usager sans brasseur d'air, mais aussi son usage effectif. Donc cette sensation est significativement supérieure pour les usagers en habitation par rapport aux usagers hors habitation. Ça semble logique, il y a une certaine logique, puisque l'usager habitation a une action possible sur le brasseur d'air qu'a peut-être moins un usager hors habitation, notamment quand il y a des espaces partagés de travail, où il y a un brasseur d'air pour plusieurs usagers, et que ce n'est pas un bureau où la personne est isolée dans le bureau. Donc, ça peut se comprendre. Et l'association de contrôle, c'est à la fois le contrôle sur la commande du brasseur d'air, évidemment, ça c'est le contrôle direct. La perception de contrôle, c'est-à-dire j'ai la capacité et l'information pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça aussi, c'est fait partie de la sensation de contrôle. Si je veux pouvoir le manipuler, modifier et atteindre mes objectifs, je peux le faire. J'en ai la possibilité. Ça, c'est l'association de contrôle. Donc, l'association de contrôle, elle est assez large. Ce n'est pas seulement le fait que je puisse manipuler et réduire la vitesse ou l'arrêter. D'accord? Bien que fasse partie aussi de l'association de contrôle. D'accord? On parle d'une perception générale du contrôle et de la capacité à atteindre mon objectif, à réussir à le manipuler, à réussir à atteindre mon objectif de confort. Tout ça, on parle de sensation de contrôle. Cette sensation, donc, elle dépend des outils de commande, on vient de le dire. L'accès au contrôle, évidemment, est essentiel, ça semble logique, mais il n'y a pas de commande idéale. C'est aussi des résultats qui ont beaucoup été mis en avant par Envirobat de BDM, par l'étude qu'a menée Carlos, l'étude qui a été menée par Carlos. Donc, la commande est adaptée à l'usage et à adapter à l'usage et aux usagers. Il n'y a pas de commande idéale. Nous, en tout cas, on a pu observer une préférence pour la télécommande. Je ne sais pas, Carlos, je ne sais plus quel est le résultat que tu as trouvé toi, mais nous, on a perçu une préférence pour la télécommande et pour tout ce qui est un peu plus low-tech, pour éviter des cases, des dysfonctionnements et quelque chose de trop compliqué pour pouvoir manipuler le brasseur d'air. Je ne sais pas si tu voulais faire, peut-être Carlos, peut-être aussi un petit point là-dessus. Non, bah, globalement à peu près les mêmes résultats. Peut-être l'atout de la télécommande, ça sera un peu con de le dire, mais de pouvoir accéder aux réglages sans bouger. Ça, c'est les cas des bureaux, des personnes qui nous ont dit que c'était plus approprié parce qu'ils n'avaient pas assez élevé. Après, on a retrouvé dans les télécommandes des personnes qui géraient pas l'approvisionnement des piles, donc qui se préoccupaient pas forcément de l'entretenir, donc forcément l'appareil ne fonctionnait pas et il fallait les suivre, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. C'est ça. D'accord. Donc, pourquoi je vous mets ce slide-là? C'est parce qu'en fait, dans l'idée de prendre en compte l'usager et ses usages, on vous invite en fait à faire vraiment porter une attention à cette sensation de contrôle, qui n'est pas que l'outil de commande. Donc, je le répète ici, l'outil de commande étant le cœur, bien sûr, mais la sensation de contrôle au sens global, et là, je vous invite à lire le rapport pour voir tout ce qu'il y a dans cette sensation de contrôle, puisqu'on l'a décrit, et ben, on vous invite à regarder cette sensation de contrôle qui est un déterminant majeur de l'usage par l'usager. Ensuite,
Focus sur la comparaison climatisation versus brasseur d'air chez l'usager. Petit focus. Il y a une partie, c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport. Petit focus. La climatisation, c'est l'image de la modernité et du futur dans les personnes qu'on a interrogées globalement. Euh, les inconvénients sont peu communiqués. C'est-à-dire que les personnes voient peu d'inconvénients communiqués autour de la climatisation. Autour de la climatisation, il en existe et ils sont peu communiqués, comme il en existe pour les brasseurs d'air, hein, attention. Le refroidissement, eux, ils parlent donc les personnes évoquent pour la climatisation un refroidissement qui est intense et qui peut être contrôlé. Et c'est facile. C'est facile à gérer. Histoire de température, on met une température, on adapte et puis voilà, on a ce qu'il faut. Une vitesse d'air et on a ce qu'il faut. Euh, ça fait bien sûr, on a pu percevoir un verrou entre climatisation et brasseur d'air parce que tout cela amène on a parlé tout à l'heure, le brasseur d'air est vu comme quelque chose de plutôt désuet en moyenne. Là, on a une image de modernité, notamment à La Réunion, pas mal d'usagers nous ont fait part le fait que bah, la climatisation, c'est le futur, c'est la modernité, ça représente aussi une certaine classe sociale, et le brasseur d'air représente une autre classe sociale, classe plutôt moins nantie, donc avec des logements de moins bonne qualité. Donc le brasseur d'air, c'est un peu, on va dire, le système de rafraîchissement du pauvre. Donc la Réunion, il y a ce côté bah, de jeu de classe sociale et de catégories socio-économiques autour de la climatisation versus brasseur d'air. Un peu moins en France, on l'a moins en France, mais on a quand même observé ce verrou. Le brasseur d'air, par contre, est perçu comme moins énergivore, plus écologique et plus positif pour la santé. Il y a quand même ça qui ressort de nos entretiens quand même. Les inconvénients, on va dire en termes de santé, d'écologie et de consommation autour de la climatisation versus brasseur d'air sont assez mal perçus quand même. Donc c'est important de le préciser. Là, la ligne que je vous ai mis, le brasseur d'air est perçu comme, ce n'est pas la majorité des personnes qui répondent ça. C'est quelque chose qu'on a pu voir, mais je continue à répéter, ce n'est pas la majorité et il y a un travail à faire autour de remettre la balle au milieu du camp, quoi. C'est-à-dire climatisation versus brasseur d'air, même s'il ne faut pas forcément les comparer les deux, mais en tout cas, la climatisation induit un verrou autour du brasseur d'air. C'est ce qu'on a perçu, en tout cas, c'est ce que nous, on a pu percevoir. Le brasseur d'air est perçu, par contre, comme une alternative crédible à la climatisation dans le cas de bâtiments adaptés. Alors attention, je vais pas trop rentrer dans cette faille-là de qu'est-ce que c'est un bâtiment adapté. Je vais laisser les professionnels en parler, notamment l'équipe de Brise et toute l'équipe de Brasse, qui peut un peu plus évoquer ce que c'est un bâtiment adapté, bien que ce soit assez compliqué si je me réfère à des discussions que j'ai eues avec les personnes de l'équipe. Dire qu'un bâtiment est adapté entièrement. Alors, il y a quand même des nuances à apporter, mais en tout cas, les notions de bioclimatisme, évidemment, d'isolation et de rafraîchissement nocturne, etc. Donc, évidemment, font partie de ces éléments-là, mais j'ai pas envie d'aller trop loin pour pas dire des bêtises. Dans le tertiaire, la climatisation est préférée au brasseur d'air pour ce côté de refroidissement contrôlé. Euh, et le combo brasseur d'air plus clim est envisagé par les usagers. Alors, certains usagers davantage en habitation. Quand on leur évoque quelle est leur connaissance, est-ce que savent-ils si c'est possible de mettre les deux ensemble, d'utiliser à la fois la clim et le brasseur d'air, et pensent-ils que ça puisse être intéressant? Il y a certains usagers qui le conçoivent. Je ne me souviens plus si certains le font, mais je pense que peu le font, même très peu, voire je crois que dans notre échantillon, même je crois que aucun usager n'avait ce combo-là, mais en tout cas il est envisageable, et donc ça vaudrait peut-être le coup de approfondir ce combo-là dans certains cas, puisque je crois que ce combo peut être intéressant dans certains cas et pas dans d'autres cas. Je parle de l'environnement bâti dans lequel il serait mis en œuvre. Les modes d'usage, là, je me réfère à des slides qui ont déjà été présentés en septembre par l'équipe dans le webinaire de septembre dernier. Les modes d'usage qui ont pu être observés, je trouve ça intéressant de les reprendre ici. Quels modes d'usage ont été identifiés lors des retours d'expérience? Donc, une utilisation. Donc là, on est sorti de l'usager, l'usage avec qu'est-ce qu'il pense, quels sont ses blocages, ses freins. On est sur un mode d'usage constaté. Utilisation nuit et jour sans aération naturelle pour réduire la température ressentie. Utilisation nuit et jour avec aération naturelle pour diminuer la température ressentie et profiter de la température plus fraîche à l'extérieur. Ponctuellement, une utilisation le soir pour évacuer la chaleur qui a été accumulée pendant la journée dans le logement.
et aussi un usage uniquement pour aider à renouveler l'air du logement. Voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation avec 2 slides de recommandations pour stimuler l'usage, pour stimuler un bon usage. Alors, on n'est pas là pour, je suis pas là pour dire qu'il faut à tout prix mettre des brasseurs d'air partout. C'est pas du tout le propos, ni de l'équipe de Brise, je pense, ni de Brass en général, puisque on est là. Ces projets-là sont là pour donner des bonnes conditions et des bonnes pratiques d'installation, de conception, installation, maintenance des brasseurs d'air. Mais donc, comment stimuler un bon usage, l'usage, le bon usage des brasseurs d'air. Alors, au niveau projet, si on reste au niveau projet, j'espère, cette présentation vous a peut-être mis la puce à l'oreille, ou du moins donné une première piste pour se dire qu'une bonne conception, installation, maintenance doit prendre en compte les usagers et leur relation à l'équipement. C'est ce qu'on a voulu, c'est l'idée qu'on a voulu faire émerger là dans cette présentation, ou consolider ce que vous avez déjà en tête. Alors, première recommandation, s'il est possible, évidemment, si c'est possible, de réaliser un diagnostic d'usage préalable. Quelles sont les activités qui vont être effectuées sous le brasseur d'air? Est-ce que c'est une personne uniquement ou c'est plusieurs personnes qui vont bénéficier du même brasseur d'air? Donc après, c'est des questions là de calpinage, je ne rentre pas dedans, et de dimensionnement. Les questions, quels sont les besoins et les attentes des usagers, leurs besoins et leurs attentes, donc tout aussi leur perception et leurs anticipations, les facteurs qui freinent ou qui stimulent l'usage. On peut aussi poser ces questions-là aux divers usagers pour anticiper cela. Et donc, on peut arriver à une typologie d'usagers. Le petit mot typologie est peut-être un peu exagéré, mais c'est ça, c'est à obtenir en gros des grandes catégories d'usagers pour pouvoir après adapter la conception et l'installation. Impliquer l'usager pour le rendre proactif dans l'entretien-maintenance. Bon, hors habitation, dans le tertiaire, ça peut avoir son sens aussi, évidemment, mais notamment dans le logement, évidemment, en habitation. Pouvoir avoir des alertes, avoir un minimum de savoir-faire et les éléments, donc que l'usager puisse être alerte, donc avoir des savoir-faire, mais aussi, bien sûr, à ne pas faire. Donc, quels sont les éléments, surtout attention à les éléments à ne pas, les actions et les manipulations à ne pas réaliser. Mais le but ici, c'est plus qu'informer, c'est impliquer l'usager pour le rendre proactif. Bon, clarifier et communiquer les conditions d'efficacité du brasseur d'air et du bon usage du brasseur d'air, ça semble être un élément clé, évidemment, de clarifier cela auprès des usagers. Quelles sont les conditions d'efficacité pour pas que les usagers aient des anticipations négatives qui se révèlent en fait, enfin, pour pas qu'il y ait plutôt un constat négatif de dire mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des conditions où le brasseur d'air est efficace, des conditions où il est moins efficace. Donc il faut pouvoir aussi communiquer là-dessus pour pas avoir des déceptions de la part des usagers, qui va amener après l'usager peut-être à éteindre le brasseur d'air et à ne pas l'utiliser dans des conditions où, par contre, il aurait pu être plus efficace. Donc, pour après délaisser le brasseur d'air, quoi. Appuyer les spécificités et les bénéfices du brasseur d'air vis-à-vis de la clim. On a parlé de ce verrou. Donc, les spécificités du brasseur d'air par rapport à la clim, les bénéfices et éventuellement le fameux combo brasseur d'air-clim qui peut être apparemment pertinent dans certains cas. Augmenter l'intégration esthétique du brasseur d'air. Là, c'est un point par rapport à la décoration d'intérieur, la dimension architecturale. L'intégration esthétique est un point sur lequel s'orientent beaucoup de fabricants enfin, s'orientent les fabricants qu'on a pu interroger et les distributeurs et également les professionnels. Certains usagers, pardon, excusez-moi, certains usagers font part de ça, du besoin d'une intégration esthétique. On en a parlé au début. L'intégration esthétique semble importante. Maintenant, des recommandations au niveau général. Plus généralement, donc là, on n'est pas au niveau projet, on n'est pas sur un projet de brasseur d'air, on est sur une vision plus générale. Euh, c'est des recommandations qui ont été faites que nous avons émises, ces recommandations et qui ont été étudiées, un peu travaillées avec le reste de l'équipe de Brass. Une communication positive nationale pour alléger la perception négative des brasseurs d'air. Il y a vraiment un travail à faire là qui peut être vraiment utile sans aller à faire de la publicité pour le brasseur d'air, il y a quand même à remettre la balle un peu au milieu du camp, parce qu'il y a cette perception qu'on a dit qui est plutôt négative des UL du brasseur d'air, que vous avez tout à fait, que vous connaissez, parce que on en a fait part dans le quiz. Euh, il y a divers modèles de brasseurs d'air qui ne sont pas toujours connus, mettre ces brasseurs d'air en contexte d'utilisation, avec en plus une intégration architecturale, appuyer sur les bénéfices et distinguer été et hiver. On a vu que le confort d'hiver n'était pas du tout attendu. Il a apparemment une existence, hein. L'utilisation de brasseurs d'air dans certains cas
précis pour la déstratification en hiver a son utilité, mais pareil, je ne rentre pas là-dedans parce qu'il y a vraiment des cas particuliers vraiment où le confort d'hiver peut être amélioré par le brasseur d'air dans certains cas, et pas d'autres. Réaliser des REX, des retours d'expérience de la part d'usagers et de maîtres d'ouvrage. Alors ça, c'est un point très important. Les professionnels interrogés en en font pas, en en fait pas, pardon. Il y a un manque de retour d'expérience de la part des usagers, un manque de retour d'expérience de la part des maîtres d'ouvrage, et que ces retours d'expérience circulent entre usagers et maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage ont peu de retour des usagers. Donc il y a un transfert à réaliser aussi entre eux. La communication entre acteurs, diffuser les résultats de Brass pour une bonne conception, installation, maintenance. C'est ce qu'on vous invite à faire. Former et mettre en lien les professionnels, c'est un autre élément sur lequel l'équipe de Brass travaille, évidemment, et Brise aussi, notamment en facilitant les REX ainsi que le partage de pratiques et d'informations technico-économiques. Alors, je finirai avec cette les limites de l'étude. On est quand même sur un projet de recherche, donc c'est intéressant de mettre au moins le doigt sur les limites de cette étude. Et il y aura d'autres éléments. Alors, limite, on parle bien sûr d'actes d'amélioration, parce qu'en fait, cette limite est une limite qui est des fois inhérente et qui peut être très bien prise en charge par un prochain projet de recherche. Donc, c'est important de donner cette limite aussi pour comprendre la portée des résultats. Il est difficile de mettre ces résultats en perspective avec... attendez, c'est l'autre slide, pardon. C'est le slide suivant. Il est difficile de mettre ces résultats en perspective de les mettre en perspective tout simplement, car il y a peu de travaux sur la dimension psychosociologique de l'usage des brasseurs d'air. Alors, peu de travaux, je suis un peu, même c'est un euphémisme, c'est que on a perçu très peu de travaux, voire on a eu du mal à trouver des travaux sur l'aspect socio-psychologique de l'usage des brasseurs d'air. Donc je dirais que c'est peut-être une première, je pense, en France, ce travail-là. Je pense pas trop m'avancer en le disant. En tout cas, fait partie des premiers travaux à réaliser. Il y a tout l'aspect exploratoire, donc ça a des avantages, des inconvénients. Puisqu'on est sur une dimension exploratoire, on a peut-être un peu de difficulté à le mettre en perspective avec d'autres résultats. Et puis, nous, bien sûr, on souhaiterait pouvoir mener une étude quantitative, enfin qu'une étude quantitative soit menée pour aller confirmer des éléments qu'on a pu faire émerger, souligner de manière plus exploratoire qualitative. Donc, mener une étude quantitative. Voilà. Est-ce qu'il me reste une minute? On est à combien de temps? Je suis en plein écran, donc j'ai pas le temps devant Là, moi. il est midi 6, ça fait à peu près 1 heure. Donc, du coup, je pense que On peut on arriver peut aux faire un questions. On bonus. peut aller aux Ton questions. bonus, il est rapide ou pas? Peut-être qu'on peut passer aux questions et si on Oui. a plus de temps, on Oui, passe au voilà. bonus. Je pense Ouais, qu'on le bonus c'était des conditions de réussite et de bonne mise en œuvre, mais ouais, en fait, pour faire court, ces conditions de réussite et de bonne mise en œuvre font partie du webinaire. Je voulais le mettre là parce que je trouvais ça intéressant, mais il fait partie du webinaire qui a été réalisé en septembre. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller voir ce webinaire avec les supports qui sont sûrement dans l'environnement, j'imagine, et qui vous permettront d'aller regarder les conditions de réussite. Parfait. Synthétiser. Merci, merci beaucoup, Dorian. Ça me permet de rebondir pour vous dire que oui, l'EnviroBoîte, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, l'EnviroBoîte, c'est le centre de ressources d'EnviroBat BDM co-géré avec VAD à Lyon, dans lequel vous retrouvez beaucoup d'éléments. Du coup, je peux vous mettre dans le chat tout de suite le lien vers la restitution du projet Brass. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir le trouver. Et également parce qu'il y a beaucoup qui ont posé des questions assez techniques aussi. Il y a les réponses aussi dans le guide Brise sur les brasseurs d'air. Tout à Donc, je fait. vous mets les deux liens. Et je vous invite à aller dans l'EnviroBoîte de toute façon chercher les Tout à fait. éléments. On y mettra nous, le replay de ce webinaire dans la page consacrée à la restitution du projet Brass. Donc Tout à voilà, fait. je vais laisser Carlos aborder les questions. Oui. Excusez-moi, juste avant Carlos, juste pour vous dire, comme ça je finis le dernier slide, c'est juste pour vous dire que bien sûr les rapports du projet Brass sont téléchargeables sur la librairie de l'ADEME. Je vous ai mis Oui. l'adresse ici, mais si vous tapez ADEME Brass rapport ou même ADEME Brass, je pense que vous tombez directement dessus pour aller télécharger l'ensemble des rapports. Il y a une synthèse qui a été réalisée, une synthèse qui est socio-technique, donc qui mêle des résultats plus techniques et des dimensions plus liées à l'usage et l'usager. Et voilà, on a aussi bien sûr un LinkedIn pour suivre le projet et vous voyez ici l'ensemble des partenaires de ce projet-là. Vous avez mon adresse email au cas où vous vouliez m'envoyer des questions a posteriori et celle de Rémi aussi qui a été mon partenaire sur le projet. Voilà, questions-réponses. Oui. Donc, il y a eu pas mal de questions aussi qui ont été répondues au fur et à mesure à le chat.
J'en passe toutes les questions qui parlent du brasseur Sampal parce qu'on ne l'a pas abordé sur le projet Brass, mais ça a été l'objet de la discussion déjà dans les webinaires qu'on a tenus en décembre sur le projet Brise. Et je vous invite à regarder sur ce sujet. Il y a une question de Quentin Ami sur les développements d'un outil de sensibilisation. Est-ce qu'on a développé un outil de sensibilisation auprès des ménages quant au choix et à la maîtrise d'usage, ou bien à destination des pros pour adapter les installations à ses clients? Voilà. Est-ce qu'il y a un outil, peut-être Dorian, tu connais on a Alors, développé est-ce quelque que chose? c'est, alors la question concerne Brass ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'existant en général? Euh, je vais donner peut-être la parole à Quentin Ami, s'il est là parmi nous encore, pour compléter. Oui, bonjour. Effectivement, bon, après, c'était plutôt au niveau de votre projet de recherche, mais ça peut peut-être aussi lors de votre état de l'art d'avoir eu la connaissance de certaines choses qui peuvent exister, effectivement. Bon, après, je sais que Brise a des choses aussi, C'est mais ça. voilà. Mm. Nous, on n'a pas vu de... Bon, voilà, je vous parle de mémoire, hein, parce que c'était déjà un projet qui était réalisé il y a 2 ans, 2 ans. Donc, de mémoire, je n'ai pas trouvé de fascicules, d'éléments vraiment de sensibilisation assez bien menés autour des brasseurs d'air. C'est peut-être un défaut simplement, parce que je ne connais pas tout l'existant. Moi, j'ai pas vu. Carlos, tu as vu, toi? Moi, j'ai pas trouvé. Non, non, ça ne me parle pas. Moi non plus. Peut-être. Alors du coup, Brise a un effet. On produit. Je ne vais pas parler de nom de Brise. Peut-être que Vincent, tu peux aussi évoquer ce qui a été produit dans ce domaine-là, peut-être, de la sensibilisation au ménage. Sur le guide Brise, on trouve aussi plein d'éléments pour renseigner une telle présentation. On a des choses particulières sur des projets qu'on a pu faire, mais effectivement, il n'y a pas de documents de sensibilisation grand public très light sur les effets, bien faits et global. J'en ai pas connaissance non plus. Voilà. Ok. Bon. Donc c'était à faire. Généralement, on le fait à chaque fois sur chaque projet, on réadapte des éléments, mais j'ai pas quelque chose de global et synthétique, non, là-dessus. Ouais. On est bien, donc, en tout cas dans le cas de Brass, sur un projet de recherche qui n'avait pas une dimension recherche-action ou recherche appliquée, c'est-à-dire avec en tout cas la production de supports grand public. Il y a des supports, il y a toute une batterie de résultats et de livrables. Pardon, avec des choses, bon, je vais pas m'avancer dessus parce que je ne faut pas que je fasse d'impair, mais on va dire avec des livrables à destination des professionnels, mais tous ces enjeux-là, on va dire, de production grand public est encore à faire, quoi. Et nous, on propose avec Brise et Brass des éléments permettant de réaliser cet outil à faire qui manque. D'accord. Je passe peut-être à une deuxième question. Dorian Dugoprez, sur l'effet stroboscopique. Est-ce qu'il a été remonté comme un effet négatif par les usagers? Non, on l'a pas beaucoup observé, l'effet stroboscopique, pas tant que ça. Je pense que de mémoire, alors, je dois préciser quelque chose. Les entretiens ont été menés en période de Covid. Enfin, le même deuxième, je crois que c'était le deuxième confinement, je crois. Pas le premier, c'était le deuxième confinement, ou même le premier même. Je crois que c'est même le premier. Non, le deuxième confinement, c'est ça. Et du coup, on n'a pas pu aller observer, malheureusement, les brasseurs d'air à domicile. Donc, on a posé des questions. C'est pour ça que les entretiens ont été longs, du coup, parce qu'on a dû rajouter des questions pour essayer de comprendre, etc. Mais globalement, on n'a pas pu toujours confirmer que le brasseur d'air était un brasseur d'air avec ou sans lumière. Enfin, quel était le type d'installation qu'il y avait. Est-ce que la lumière était en dessous du brasseur d'air, donc des brasseurs d'air avec lumière intégrée, ou les lumières étaient sur plafonnier avec le brasseur d'air qui passe devant? Et donc, on n'a pas pu observer ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'effet stroboscopique n'a pas été souvent cité comme étant une gêne. On a plus eu des gènes de type, surtout hors habitation, surtout les gènes qui ont été plutôt pu être évoqués avec la brise, notamment la brise dans la nuque, un petit peu, le vent, le brasseur d'air qui peut faire voler certaines feuilles, mais c'était plus des craintes que des observations en fait. On a surtout vu que les gènes étaient du domaine de la crainte, parce qu'une fois que le brasseur d'air était utilisé, il y avait une adaptation qui se faisait autour des gènes et on avait peu de gènes constatés en tout cas avec brasseur d'air.
c'est surtout des craintes, notamment des craintes en milieu scolaire. Donc, puisque vous abordez une des gènes, donc, qui est l'effet stroboscopique, on a vu beaucoup de craintes en milieu scolaire autour de les brasseurs d'air qui peuvent être utilisés par les étudiants ou les collégiens ou bref, les élèves pour jeter des projectiles, voilà, pour des projectiles. Il y a la crainte que les pales fassent voler des feuilles. Voilà, il y a pas mal de craintes, on va dire, surtout en milieu scolaire. D'accord. Peut-être une dernière question. Si Bruno Morin il est encore parmi nous, est-ce qu'il peut la poser? C'est par rapport aux salles des réunions, mais je suis pas sûr de l'avoir compris. Les salles de réunion, il y a donc des usagers divers et variés qui ne sont pas assignés forcément à Bah, je un peux lieu. reprendre sa Oui, question s'il est. Oui, pardon. j'ai, oui, donc pour les salles de réunion, ça demande une certaine puissance de rafraîchissement. Mm. Est-ce que c'est adapté ou est-ce qu'il faut conserver une climatisation pour les salles de réunion? J'ai compris que les deux, d'ailleurs, n'étaient pas antinomiques. Attention, je reprécise, je n'ai pas les compétences techniques pour vous dire à quel point ou à quelle mesure ils sont pas antinomiques ou ils sont même joignables, mais je sais que c'est un sujet qui existe et qui a été évoqué et qu'on a aussi, nous, débattu au sein de l'équipe et qui est sorti un petit peu aussi des entretiens, quoi. Voilà. Mais, par contre, pour votre question, Bruno, sur la salle de réunion, moi, je n'ai pas d'entretien qui ont été menés avec, qui parlaient spécifiquement des salles de réunion. Nous, on était plutôt en bureau, avoir plutôt des entretiens qui ont été menés sur des espaces globalement. On n'a pas parlé de salle par salle, est-ce que c'est un travail que tu as plutôt réalisé toi, Carlos, quand tu allais dans le tertiaire? Euh, sur les salles des réunions, ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est ce qui est abordé sur Brass, c'est que sur la méthodologie du choix du calpinage des brasseurs, la question il faut se poser, c'est est-ce qu'on a un besoin de confort diffus ou c'est plutôt un besoin ponctuel sur un poste de travail qui est localisé dans un coin ou dans un espace un peu euh, concret de la salle. C'est les questions qu'on se pose par rapport au calpinage. Voilà. Après, sur la puissance, ben, je pense qu'on ne va pas trop rentrer là-dessus, surtout aujourd'hui, parce qu'on s'attache plutôt au sujet, comme tu l'as dit, Dorian, plus social. Mais c'est une des réponses qui peut être trouvée dans les rapports qui sont disponibles dans la démo. Oui, d'ailleurs, là-dessus, dans le guide Brise, en fait, les salles de réunion pourraient s'apparenter un peu à des salles de classe. Il y a des fiches d'application là qui vont être mises en ligne cette semaine sur le sujet. Et c'est surtout au niveau de la commande où il y a quelques spécificités, mais ensuite, il y a des règles de calpinage aussi, mais il y a aucune contre-indication forte à utiliser des brasseurs d'air dans des salles de réunion et couplé à la clim, encore moins. Ouais. Et vous pouvez trouver tout ça dans les livrables de Brasse et de Brise aussi. Voilà. Et j'enchaîne peut-être sur un partage des Marshalls, s'il est encore là, qu'il nous parlait des salles d'activité à Monaco, si j'ai bien compris. Allô, Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonjour, oui, je suis toujours là. Oui, on a livré un bâtiment public et on a couplé les brasseurs d'air avec la climatisation dans beaucoup de pièces. Donc, il y a des pièces qui sont mises à la location, il y a des pièces où ils font du sport, il y a des bureaux, il y a des restaurants, du restaurant. Il y a tout. On a tout ce qu'on peut faire, je pense. On a mis dedans. On a couplé les deux. Et en fait, le plus compliqué pour moi, c'est de savoir, entre guillemets, comment coupler le système. C'est-à-dire à quel moment, comment on détermine à quel moment le ventilateur prend le pas sur la clim, ainsi de suite. C'est plutôt ça le plus complexe. C'est comment arriver à les coupler comme il faut. Euh, mais sinon, on les a mis à peu près partout. Et quand ils sont bien réglés et quand ça fonctionne, c'est efficace. est-ce que vous avez peut-être des retours plus concrets d'usagers à partager, peut-être? Alors, on n'a pas encore. On va faire un questionnaire pour l'instant, mais on l'a pas encore, on l'a pas encore fait. Pour l'instant, on a eu plutôt un problème de démarrage, de gestion. C'est plutôt de la technique, c'est-à-dire qu'on a voulu coupler ça à une GTB et la commande GTB du brasseur avec la tablette tactile, tout ça, ça a un peu cafouillé.
Donc on a des brasseurs qui tournaient tout seuls, alors qu'on voulait demander de les éteindre et ils tournaient en permanence, et d'autres on voulait les allumer et ça n'allumait pas. Enfin voilà, on a plutôt eu des problèmes de gestion informatique. Après, quand ils tournent, c'est efficace, mais après pareil, il ne faut pas les faire tourner trop vite non plus, parce qu'on a fait des mesures acoustiques aussi pareil pour les installer dans des bureaux, et on voulait voir aussi donc la vitesse. Il ne faut pas qu'ils tournent passer une certaine vitesse. Il y a une gêne. On ne dit pas qu'elle est D'accord. importante, mais elle existe. Voilà, donc il y a tout un paramétrage des brasseurs, et ça rejoint un peu ce que vous dites sur la commande que peut avoir l'utilisateur du brasseur, quoi. Voilà, évidemment, si vous le mettez tourner à fond, forcément, il y aura plus de gêne que si vous arrivez à le calibrer d'une certaine manière, pour qu'il fasse juste son office et qu'il n'y ait pas trop de vitesse de vent et qu'il n'y ait pas de bruit qui sont associés, quoi. Merci. Donc c'est vraiment Tout la à mise en fait. service qui est prépondérante Merci aussi. beaucoup C'est pour ce quelque retour. chose qu'on a pu constater aussi dans nos retours sur le terrain, c'est que la plupart des brasseurs, ils sont pas en vitesse maximale, ils sont souvent en vitesse moyenne, C'est ça. par voilà, ces histoires des gènes et aussi par des compromis entre, souvent si les locaux ils sont partagés, ça permet de faire un bon compromis entre chaque usager ou salarié de l'entreprise, parce qu'il y en a qui veulent un peu plus, d'autres un peu moins, et c'est souvent les bons compromis. Mais si je peux me permettre, je pense que c'est pas différent d'une climatisation soufflante. Vous avez la personne qui va vouloir mettre la vitesse à fond de Oui, oui, soufflerie ou une VMC. vraiment. Oui. On calcule souvent, tous les calculs sont faits sur des vitesses moyennes ou lentes sur les appareils. Si l'utilisateur décide de mettre la machine pleine balle, si on l'autorise le droit de le faire et qu'il le fait, bah, vous allez entendre ce bruit de soufflerie. Et à mon avis, un ventilo n'est pas plus gênant que ce bruit-là. Il faut vraiment l'enlever dans l'esprit des gens. Voilà. C'est sûr que si vous avez une climatisation par radiation, bon, bah, vous n'avez pas de bruit du tout. Donc là, forcément, on a un autre sujet. Mais si vous avez des climatisations classiques par soufflerie, si l'utilisateur décide de mettre la soufflerie à fond, il y a un bruit. À mon avis, la gêne est la même, quoi. Il faut peut-être aussi axer la com là-dessus, quoi, en disant que ça a peut-être pas plus de gêne, voire moins de gêne, qu'une clim à fond, quoi. Mm. Mm. Oui, oui, et en plus, le brasseur d'air, il va pas souffler de l'air très froid. Il y avait une question à un moment au début là-dessus sur est-ce qu'on a le même phénomène de douche froide? Ben, non, parce on n'est pas sur de l'air qui arrive à 10, 12, 15 degrés, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Dorian. Oui, non, non, j'ai pas forcément quelque chose à dire en plus, mais c'était une autre question que j'ai vue là en scrollant sur le chat et je voulais voir si la personne était toujours là pour essayer d'apporter des réponses. Est-ce que Aubernou, quelqu'un qui s'appelle Aubernou est toujours là? La question c'était, on souhaite développer le brasseur dans le logement social. En termes de sécurité, priorisons-nous le brasseur sans pale? Je voulais juste vous dire que, bon, pour les personnes que ça intéresse, on a dans le logement, donc dans les usagers que nous avons interviewés, il y a bien sûr des usagers logement privé, logement social. Beaucoup d'expériences de logement, de brasseurs d'air en logement social à La Réunion, je pense plus qu'en France, mais je m'avance peut-être, mais c'est ce qu'en tout cas nous on a pu observer. Plus facile de trouver des brasseurs d'air en logement social à La Réunion. Et on n'a pas vu de brasseurs sans pale en expérimentation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a un maître d'ouvrage qui l'a testé avec ou sans brasseur d'air, avec ou sans pale, pour simplement se faire une idée soi-même, quoi. Donc, désolé si je ne peux pas vous donner des études là-dessus ou des retours d'expérience sur la sécurité, etc., sans pale, mais je pense qu'en testant sur un logement, ça peut se faire et vous pouvez aller voir à La Réunion les retours d'expérience qui se font peut-être avec les sans pale, mais ça, je n'en ai pas connaissance. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mais globalement, il n'y a pas de problème de sécurité. La plus grosse difficulté en logement réside dans le fait que la plupart du temps, on est sur des hauteurs sous plafond de 2,50 m et donc ça contraint le choix C'est du ça. brasseur Tout à fait. à des brasseurs monoblocs. Mais ça pose pas il faut aussi tordre le cou à cette idée reçue. Ça pose pas de vrais Mhm. problèmes de sécurité. C'est-à-dire que c'est pas agréable de mettre la main à travers un brasseur d'air, mais vous allez pas Mais vous pas couper le souvent. bras, quoi. Voilà. Et nous, on a pu observer, nous, je le répète aussi, je vais dans le sens de Vincent, on n'a pas observé d'usagers avec brasseur d'air qui avaient des problèmes de sécurité. Ce sont des craintes qui ont Non, d'usagers sans brasseur d'air Hmm. qui circulent plutôt de et l'ordre psychologique, oui. ouais, c'est Ouais. ça, c'est vraiment une crainte et une anticipation négative pour le coup. Et on a vu une personne qui, en logement social, avait déplacé l'aménagement de sa chambre
et s'est retrouvé avec le lit qui était sous le brasseur d'air. Bon, ça, c'était son choix, on va dire. Et donc, la crainte que quelqu'un monte sur le lit. Et encore une fois, le brasseur d'air a quand même une vitesse de pale quand même qui est, bon, qui peut être élevée, mais en tout cas, dans ce cas-là. Et donc, c'était plutôt la personne qui a aménagé sa chambre et qui s'est retrouvée à mettre un lit sous le brasseur d'air. Bon, c'est des choses auxquelles on peut faire attention et qui ne sont pas du fait du brasseur d'air. C'est des questions d'aménagement. C'est sûr que si on met une échelle sous le brasseur d'air, bah, il y a un risque que quelqu'un y aille, quoi. Est-ce Euh, que... il y a plus de questions d'après ce que j'ai vu. Après, il y a deux personnes qui ont partagé leur expérience. Ils sont encore là. Peut-être on peut tous profiter de ces partages. Il y a d'abord peut-être Florence Ludario par rapport à ce que vous Droit de disiez sur retrait. les droits des retraits des salariés sans clim. Est-ce que vous êtes toujours là? Non, apparemment non. Et Sandrine Grelot, peut-être. Sandrine Grelot sur les résultats d'un auditeur énergétique. On a trop attendu avant de prendre les retours d'expérience. Bon. Alors, moi Euh, j'ai une question, pardon, excuse-moi, je te coupe peut-être, Carlos, non. parce qu'il est déjà 12h20. J'ai juste une question qui était est-ce que l'efficacité perçue est plus importante chez les usagers avec brasseur d'air euh, ou avec les usagers sans brasseur d'air? J'ai un tout petit doute. Je vous invite à aller voir le rapport. Je pense que si vous allez dans le rapport, vous avez forcément des résultats qui seront beaucoup plus approfondis que ce que vous avez vu là, le rapport en sens social. Donc il y aura sûrement pas mal de réponses à vos questions ou pour aller plus loin, parce que dans un webinaire comme celui-là, même si on essaie de mettre en avant des résultats particuliers, on a forcément toute une gamme de résultats qui sont connus, ou du moins pour les personnes qui brassent des brasseurs d'air, qui sont plus évidents, évidemment. Mais je vous invite, notamment ceux qui ont une connaissance des brasseurs d'air ou une expérience ou qui travaillent avec, d'aller voir ce rapport parce qu'il y aura sûrement des réponses à ce type de questions, quoi. Sur les projections, et tout qui dit projection dit bah, une opportunité d'aller travailler sur les perceptions, sur les croyances, sur l'information donnée, etc. C'est pour ça que je précise, c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup des perceptions, parce que c'est pas juste pour dire quelle est la perception, c'est que tout ça est un terreau et du gisement pour pouvoir aller travailler sur comment on informe les personnes, comment on les implique, pour pouvoir dépasser les craintes, quoi. Très bien. Peut-être on peut s'arrêter là. Juste, je voulais vous donner une information par rapport aux logements sociaux, parce que nous, chez Environnement BDM, on a une opération de 36 logements à la Trinité qui a été faite par l'OJIREM et dans laquelle il y a des brasseurs d'air. Donc, je vous envoie les liens vers les PDF des présentations du projet si vous souhaitez les consulter. Moi, personnellement, j'ai visité ces bâtiments justement sur ces sujets. Il n'y avait pas forcément des problèmes. Donc, comme quoi, ça montre qu'on peut les faire aussi en logement social. Et Merci. voilà. Merci pour cette jolie conclusion, pour ce joli exemple. Il y a aussi quelqu'un qui a demandé si on avait des exemples de bâtiments qui utilisaient des brasseurs d'air. Alors nous, je sais que dans l'enviroboîte, donc il y a les projets BDM et je peux vous retrouver sur demande les projets qui utilisent des brasseurs d'air, sachant qu'en phase d'usage, du coup, il y aura un retour. Il y Et aura un aussi, retour. Carlos, pardon, dans ton investigation, tu es allé aussi visiter des projets qui sont dans la démarche BDM, n'est-ce pas? Oui, Qui ont brasseur d'air. oui, tout à fait. Bon, on peut avoir cette liste. Oui, Oui. on pourra vous les donner. Donc, merci beaucoup d'avoir été si nombreux à suivre. Merci beaucoup, Dorian, Merci à vous. pour ce webinaire très, très instructif. Merci, Carlos, aussi d'avoir été là. Et bah, nous allons pouvoir arrêter l'enregistrement et vous laisser aller déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Je mettrai donc la présentation dans la semaine, enfin, Dorian, quand tu m'enverras voilà, ta version finale. Oui. Et ainsi que le lien vers le replay et je la communiquerai à tous les inscrits du webinaire. Merci Voilà, je vous beaucoup. souhaite Merci à vous pour une bonne votre fin présence et de, attention. je vous souhaite Merci, une bon bonne fin de appétit. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.